Bonjour, je suis toujours à Libreville. Nous sommes venus dans la maison d'Africa numéro 1 et aujourd'hui nous recevons un personnage très célèbre. Et vous avez l'habitude de l'entendre tous les jours quasiment sur votre station Africa numéro 1. Aujourd'hui nous sommes venus vous le faire découvrir. Il s'appelle Monsieur Patrick Ngebandong. Bonjour Patrick Ngebandong. Bonjour. On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie, tant mieux. Okay. J'aime mieux. Alors, depuis 20 ans, tu animes une émission de parapsychologie. De parapsychologie, d'exotérisme, tout ça. Et comment l'idée est venue de créer, enfin, de créer d'abord ce concept et le promouvoir pour que ça devienne aussi célèbre? Bon, alors, il faut d'abord que je précise qu'à la base, je n'ai pas fait d'études de communication. Je suis un professeur de lettres. J'ai été formé à Indiana University aux États-Unis, au campus de Bloomington. Et ma spécialité, c'est la littérature comparée, ce qu'on appelle Comparative Literature. Dans le cadre de mes études, j'ai fait aussi Religious Studies, études religieuses, et ce qu'on appelle là-bas la parapsychologie. Donc, je revenais au Gabon pour être professeur. Mais comme il n'y a pas de chaire de parapsychologie à Libreville, donc j'ai chômé un moment, et c'est la radio qui m'a demandé de venir faire de la radio. Alors, en arrivant là, bien sûr, je me sers de mes connaissances, donc de ce que je connais bien, c'est-à-dire l'histoire des civilisations, ainsi que les connaissances de la parapsychologie et autres. Et j'ai donc, on m'a demandé au début de commencer par 30 minutes, c'est-à-dire le directeur des programmes de l'époque, M. Lekamba, m'a dit faites l'heure, bouclez l'heure. Bon, boucler l'heure, ça veut dire que le soir, il y avait 30 minutes, il fallait mettre quelque chose. Et j'ai mis quelque chose, bon ça aurait pu être de la musique, mais c'était l'aventure mystérieuse dans sa première formule. Donc je raconte une histoire avec des bruitages, comme un film radio, dans le genre de Orson Welles à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais à l'époque, ce n'était pas Triangle, c'était de la fiction radiophonique. Par la suite, maintenant, j'ai créé une émission Triangle qui est un véritable talk show. C'est interactif avec les auditeurs. Et chaque semaine, on aborde un problème ésotérique ou de parapsychologie ou de sorcellerie ou de ce monde-là, de ce monde parallèle. C'est de l'occultisme en direct, en fait. Et comment vous définissez la sorcellerie? Bon, la sorcellerie, moi, je vais vous dire... les premiers missionnaires qui sont arrivés en Allemagne, enfin ceux qui ont réellement fait des ouvrages sur la sorcellerie africaine, c'était les missionnaires allemands qui étaient arrivés au Cameroun et qui ont laissé quelques ouvrages. Et dans leurs ouvrages, ils définissent la sorcellerie comme une maladie. C'est-à-dire le sorcier est vu comme un malade parce que tout le monde se méfie de lui, on l'écarte du village, on se méfie, parfois même on le tue parce qu'on dit qu'il est maléfique. Donc il y a cet aspect-là que le sorcier est négatif. Or, quand on fait des études de parapsychologie, on se rend compte que la sorcellerie, c'est un pouvoir. Le sorcier est un homme qui a du pouvoir. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? La sorcellerie, je vais vous dire, ça dépend de l'intention de l'expérimentateur. Parce que le même pouvoir mis entre les mains d'un homme bon va servir à guérir. C'est là que l'on parle de tradipraticiens, qui souvent sont des sorciers. Et le même pouvoir peut servir à tuer. C'est le cas de la sorcellerie maléfique. Mais sinon, la sorcellerie peut être vue comme une maladie, comme un pouvoir, aussi comme un ensemble de connaissances. Parce que dans les initiations africaines, il y a des enseignements que l'on donne à l'initié et qu'il doit perfectionner toute sa vie afin de mieux comprendre les rapports entre notre monde physique, le monde sublunaire et les mondes subtils. Et donc, il y a les trois aspects, il y a la maladie, la connaissance, ainsi que, comment dirais-je, le pouvoir lui-même. Mais attention, vous savez que toute connaissance donne le pouvoir. Donc, vous en avez en ce moment? Mais bien sûr. Vous avez combien de pouvoir? Pas bien. Il y a un pouvoir central qui fait tout le travail. C'est-à-dire quels sont les travaux? Les travaux, écoutez, tout le monde a un sixième sens. Votre sixième sens, certains l'appellent l'intuition, par exemple. On vous pose un problème sur la table, un problème de mathématiques, immédiatement, la réponse vient devant vous, sans que vous fassiez, sans passer par le raisonnement. Ça, c'est l'intuition directe. Quand Albert Einstein avait trouvé la fameuse formule E égale mc carré, donc l'énergie est égale à la masse fois la célérité au carré, c'était par intuition. C'est après qu'il a dû faire des recherches pour démontrer que c'était vrai. Mais il est arrivé par l'intuition. Et ça, c'est le plus grand des pouvoirs. En fait, le sorcier ou le magicien est avant tout un homme intuitif, un homme qui a ce pouvoir-là. 20 ans de promotion. Est-ce une promotion que vous faites à la sorcellerie, au mysticisme? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Non, ce n'est pas une promotion. Disons que c'est une émission qui est là pour ouvrir les yeux de l'auditeur.
ou du spectateur, puisque maintenant c'est Alors, ouvrir les yeux. Oui. La plupart des hommes qui vivent sur la terre, moi je dis qu'ils vivent endormis. Ils ne voient qu'un côté de la réalité. C'est-à-dire, ils ne voient que ce qui est visible, ce qui est diurne. Mais derrière toute manifestation de... Il faut être initié pour voir derrière, comme vous l'êtes, vous. Mais bien sûr. Écoutez, même vous l'êtes. Le fait de faire des études universitaires, c'est être initié au secret, peut-être de la littérature, peut-être des mathématiques, peut-être du journalisme et tout. Ça, c'est une initiation. Et c'est dans un domaine donné. Maintenant, l'initiation de la mystique ou de l'occulte, c'est être initié à l'autre monde. Parce que notre plan physique est soutenu par une trame invisible, par un monde plus subtil qui est caché à l'arrière. Et c'est les interactions entre ces deux mondes-là qui sont intéressantes. Parce qu'en agissant sur l'invisible, on agit sur le visible. On va changer de volet. Il y a tellement de choses à parler avec vous, mais on est circonscrit par le temps. Nous sommes en octobre 2005 et bientôt le Gabon va organiser le scrutin présidentiel. Oui. Et dans cette période-là, quel rôle joue la sorcellerie en ce moment? Bon, alors écoutez, vous savez que l'Africain, quoi qu'il en dise, même les personnes qui ont fait de hautes études ou les personnes qui sont au pouvoir et autres sont des Africains, donc ont un arrière-plan mystique. C'est-à-dire, ils y croient de toute manière. Donc, certains candidats vont chercher à se protéger, d'autres vont chercher à attaquer leurs rivaux, d'autres donc la sorcellerie, enfin moi je ne vais pas dire la sorcellerie, parce que je n'aime pas ça, je veux dire, les forces occultes vont travailler à fond. Et comment vous expliquez la longévité politique du président Omar Bongo Ondimba? Comme la longévité politique de tous les chefs d'État africains. C'est que, ce qui se passe, c'est que, en Europe, il y a des lois strictes, c'est-à-dire qu'un président, c'est pour, je ne sais pas, 5 ans ou alors 7 ans ou autre. En Afrique, ce qu'il faut, c'est que, écoutez, ces lois-là, ces coutumes ne sont pas les coutumes de l'Afrique. Je veux dire par là, en Afrique, le chef est le chef jusqu'à sa mort. Bon, ça, je regrette, c'est l'Afrique. C'était comme ça. Le roi, Béhanzin, c'est Béhanzin. On ne l'enlève pas. Ou un roi, c'est un roi. Bon, maintenant, il y a cet arrière-plan culturel. Il faut bien comprendre que de nos jours, si on parle de sorcellerie, la sorcellerie est un phénomène culturel. Qu'on le veuille ou non, en Afrique, on vit dans la culture de l'occulte. Même dans le monde visible, même dans les élections et autres, il y a des forces qui vont jouer, il y a des gens qui vont se faire protéger, il y a des gens qui vont essayer de booster toutes leurs chances en allant voir qui le sorcier, qui le marmiteur, qui le marabout. Mais je dis que, ce qui se passe, c'est que quand un président dure très longtemps, c'est tout simplement que, vous savez, on ne devient pas roi par hasard. C'est-à-dire tous les gens qui sont arrivés à ce niveau-là ont été parfois soutenus par des forces invisibles. Et tant qu'il n'y a pas de successeur valable, il n'y a pas de changement. Et quand on change par exemple une religion, moi je suis catholique, oui. Si demain il m'arrive de changer de religion pour être musulman. Ça ne veut rien dire. Parce que la religion n'est rien. Écoutez, j'étais catholique, je suis allé chez les musulmans faire un tour pour regarder. Attention, quand je vais quelque part, je suis avant tout un parapsychologue, c'est-à-dire un technicien de l'occulte qui fait des recherches et qui veut savoir pourquoi vous les musulmans, vous pensez comme ça. Pourquoi vous les chrétiens, vous pensez comme ça. Une fois que je le sais, j'ai plus de raison d'être là-bas. C'est-à-dire, la religion doit être vue comme... Vous êtes un espion? Une sorte de câble, pas du tout. Quelqu'un qui fait des recherches. La religion est une sorte de câble. Un câble qui relie l'homme à Dieu. Mais où est Dieu? Dieu est dans vous-même. C'est-à-dire, l'homme divin, comme on dit aux États-Unis, Almighty God is a living man. Dieu, c'est l'homme vivant. Celui qui réveille tous ses pouvoirs devient, pas Dieu lui-même, mais il devient une représentation de la divinité. C'est-à-dire, il a plus de pouvoir que les autres. Et quand la Bible même dit, Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que c'est à l'homme de faire des recherches pour découvrir cette divinité qui est en lui. Et le rôle de la religion, c'est de donner quelques petites bases. Mais ça ne suffit pas. Oui, mais au Gabon, il y a une spécificité. C'est-à-dire, en Afrique centrale, il y a quelque chose qui est frappant, c'est l'existence des pygmées. Quel rôle joue-t-il en pareille circonstance, en période électorale? Est-ce que c'est des gens qui sont consultés ou qui apportent leur soutien spirituel à un candidat qu'ils auraient souhaité soutenir, par exemple? N'importe quel tradipraticien ou n'importe quel magicien va soutenir celui qui lui a donné de l'argent. C'est-à-dire là, soutenir quelqu'un, c'est pas, écoutez, tous les pygmées, écoutez, un pygmée, c'est quelqu'un qui vit dans la forêt, et vous remarquez qu'en Afrique, les pygmées sont assez loin de la civilisation, ça ne les intéresse pas d'être dans notre monde moderne, donc si un candidat se déplaçait pour aller se faire soutenir par un pygmée, le pygmée, ça ne l'intéresse pas, s'il fait le travail, c'est parce que vous l'avez payé. Donc il le fera bien, c'est des gens qui connaissent bien les forces occultes, il le fera bien, mais je veux dire par là, leur rôle, quand quelque chose se passe, il n'y a pas que les forces humaines, il y a d'autres facteurs qui sont là. Je prends un exemple simple, chez nos cousins français, là, la révolution de 1789, quand les Français ont dit on ne veut plus de roi,
quoi maintenant c'est la République et autres, elle est venue parce qu'il y avait eu une histoire assez longue d'exactions commises par le pouvoir royal, qui a fait qu'il y avait un ras-le-bol populaire qui a provoqué ce qu'ils appelaient révolution. Bon, en Afrique, c'est la même chose. C'est pas parce que vous allez vous opposer à quelqu'un que forcément ça va marcher maintenant. Qui sera élu selon vous au Gabon? Au Gabon, une fois de plus, le président Omar Bongo. Et pourquoi? Parce que c'est évident. Qu'est-ce qui fait l'évidence? Écoutez, il y a certaines choses. Bon, quand j'avais fait mon service militaire français, bon, vous savez que je suis lieutenant de réserve dans l'armée française, ma mère est française, j'ai fait le service militaire français et tout. On nous apprenait à gérer les régions. Bon, le Gabon, qu'est-ce que c'est? L'Afrique, qu'est-ce que c'est? À l'école de guerre, ce qui nous intéressait, enfin ce qui intéressait les Français, parce que là je parle en tant que Gabonais maintenant, il faut que dans une région il y ait la stabilité politique pour que les entreprises françaises puissent faire leurs affaires en fait. Donc le candidat qui doit être là, c'est un candidat qui doit essayer de foutre la paix, enfin de faire le maximum de paix. Je regrette le président Omar Bongo, depuis qu'il est au Gabon, au Cameroun, on s'entretue, au Congo, c'est même pas la peine d'en parler. Chez nous, non, apparemment c'est calme. Donc ça veut dire que les gens de l'école de guerre de Paris, voilà un gars qui est bien, ils sont prêts à le soutenir et machin. Et puis, vous savez, tant que les forces ne sont pas prêtes, les mystiques sentiraient quand les forces basculent, on le sent avant tout le monde. Mais les forces n'ont pas basculé. On ne sait pas pourquoi, je ne peux même pas vous dire pourquoi, mais faites de la prospective, moi je vous dis qu'il passe encore une fois. Sans triche, hein. Je n'ai pas dit c'est une affaire de... Essayez de voir, dans l'intérêt... Il va passer au LMN. Dans l'intérêt même de l'équilibre mystique de ce pays, il n'y a pas de concurrent qui puisse s'aligner devant lui, puisque c'est dans le cas d'une succession trop rapide ou trop brutale, il y aurait guerre. Guerre, ça veut dire désordre mystique et autres. Les vieux sages mystiques du Gabon ne le veulent pas. Parce que, à la limite, je vais vous dire, il y a des gens cachés qui agissent beaucoup là-dedans. Ce n'est pas ce que vous voyez en ville. Eux, là, c'est des... Les gens cachés, c'est-à-dire je ne veux pas rentrer là. Il y a des gens qui veulent que la paix règne dans le pays, mais qui agissent par des forces spirituelles. Il y en a. Et bon, demandez-leur, mais ils vous diront que jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé autre chose. On va changer de volet rapidement. On change. Eugénie Dieki était ici. Oui. Et elle co-animait, vous co-animez à l'époque, vous animiez ensemble une émission. Oui. Et qu'est-ce qui a dû se passer entre vous deux, entre Eugénie Dieki et vous? Eugénie Dieki, c'est une collaboratrice, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, elle travaille à Paris pour, pour Africa Media, qui est notre représentation à Paris, mais qui est une autre société. C'est français et ça représente Africa numéro 1 à Paris. Et il se trouve que, bon, dans des perspectives purement... pour sa carrière, il était mieux pour elle d'aller travailler là-bas. Il n'y a pas eu de bruit entre vous deux? Mais non, pas du tout. Ça, c'est une affaire... Est-ce que c'est facile de travailler avec M. Patrick Mandon? Avec moi? Oui, c'est facile si on fait ce que je dis. C'est-à-dire? C'est-à-dire, écoutez, bon, l'aventure mystérieuse, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé. Triangle, c'est moi qui l'ai créé. C'est-à-dire, celui qui travaille avec moi doit savoir qu'il travaille avec Dieu le Père. C'est-à-dire, c'est moi qui détermine les lignes éditoriales. Non, attention. Vous n'allez pas vous comparer à Dieu, quand même. Je dis, dans mon émission, je veux dire par là, bon, j'aime bien prendre des collaborateurs et autres, mais ce que vous appelez, vous les journalistes, la ligne éditoriale, c'est Patrick Mandon. Et c'est comme ça, et puis c'est tout. 20 ans. Mais 20 ans. On n'est pas fatigué 20 ans. Bon, écoutez, il faut former au moins quelqu'un pour assurer la relève. Mais bien sûr, mais ça c'est aux gens de se former. Je veux dire par là, écoutez, le parcours que j'ai eu, c'est un parcours... Bon, premièrement, je ne suis pas journaliste. J'ai appris ça sur le tas. Je viens d'ailleurs. Tu as dit en début d'émission qu'on se tutoie. Il y a des recherches que je fais, des recherches dans la mystique et autres qui sont personnelles, qui me permettent même de pousser plus loin que les initiations normales, étant donné que j'agis dans le cadre de 3 continents. L'Europe, parce que j'ai l'initiation des chevaliers d'Occident, donc chevaleresque, de part aussi mon grand-père paternel qui était militaire et qui était, enfin maternel je veux dire qui était militaire, si j'ai fait l'armée française, c'est à cause de cette ligne-là. C'est le grand-père, machin, et je sais ce que c'est que être chevalier. L'Afrique, bien sûr, il y a le père de mon père, donc mon grand-père paternel, qui était un grand Bomomvet, donc chez les Francs, c'est quelqu'un qui a la tradition, c'est-à-dire, disons, Nguy, c'est la sorcellerie, c'est le summum de la sorcellerie. C'est la sorcellerie positive, mais c'est pour le bien. Et c'était un maître initiateur. L'Asie, puisque j'ai fait les arts martiaux, je suis quand même 5e dan en karaté vietnamien. Et j'ai un pied sur ces 3 continents-là. Donc le style que je développe en mystique emprunte aux 3. D'où la difficulté pour les sorciers de me situer. Parce qu'on ne sait jamais si c'est le chinois qui parle, ou l'africain, ou l'américain. Je te parlais tantôt de l'élève, du futur élève que tu vas former. Mais on ne peut pas, écoutez, je peux former quelqu'un, j'ai formé des Gabonais jusqu'au 2e dan en karaté. Bon, ça c'est pour le sport pur. Je les ai formés, je peux le faire parce que c'est dans un domaine donné, mais je ne peux pas être sûr de former quelqu'un
dans la mystique. Parce que pour être comme moi, il faut faire ce que j'ai fait. Il faut connaître les trois côtés là. C'est-à-dire pas seulement faire du karaté, il faut être en même temps un sorcier. Il faut être en même... Oui, mais c'est pour vous sacrifier uniquement Mais à ça que c'est à eux votre vie, vous avez quasiment sacrifié votre vie intime. Non. Vous n'avez Comment pas sacrifier d'enfant. ma vie intime? Enfin, quand je dis sacrifier, c'est parce que bon, Les vous ne voulez méchants. pas avoir des enfants qui vont peut-être vous embêter dans la Pas du recherche, tout, pas dans du votre tout. concentration. Non. Je veux dire par là, bon, si je ne me suis pas marié, vous savez que jusqu'il y a quelques années, même 3 ou 4 ans, je ne vivais pas avec une femme. J'étais, si vous voulez, ce qu'on appelle le moonlight bandit, quelqu'un qui sort avec les femmes et tout ça, mais pas de femme chez moi. C'était mon caractère, c'était comme ça, et puis c'était pas le moment. C'est maintenant, récemment, que je suis avec une femme chez moi. Caractère que tout le monde vous reconnaît assez quand même. Assez distant. Distant, rude. Non, pas rude. Un peu même non, autoritaire. Rude, un peu autoritaire, mais ça c'est uniquement quand les gens m'embêtent. Donc Patrick, tu es dictateur. Je ne suis pas autoritaire. Mais tu es dictateur quand même. Hein? Quand tu parles, on a l'impression que bon, faites ce que je Dans dis. mon domaine, non. C'est-à-dire dans mon domaine, écoutez, bon, quand vous êtes maître, par exemple, maître de karaté ou autre, dans votre dojo, c'est vous le maître. C'est-à-dire qu'un assistant ne discute pas ce que j'ai dit. Je dis que c'est telle technique. Ce n'est pas une raison que j'ai raison ou non. Le maître est le maître. Ça, c'est l'initiation, c'est comme ça. Bon. Maintenant, avec les gens, je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'entre pas dans mon domaine personnel, j'ai des rapports normaux et tout, mais j'ai une tendance, bon, comme tous les mystiques, j'ai tendance à m'isoler. Parce qu'on ne peut pas faire de mystique élevé ou d'occultisme si on est trop dans la foule. C'est impossible. Aujourd'hui, tous ces millions de téléspectateurs qui vous découvrent sur le petit écran de 3A Télé Sud, Mami Wata, c'est qui? Est-ce que ça existe? Parce que vous en parlez. Excuse-moi, souvent je te vois, oui. on m'a dit de te tutoyer. Explique-moi, Mami Wata, c'est quoi? Tu n'en fais pas un peu non, pas du tout. Un chantre de Mami Wata? Un chantre de Mami Wata, écoutez, bon, Mami Wata, qui était-elle? On peut même aller chez les Européens, chez les Français. Pourquoi? Qui était la protectrice du chevalier? Bon, on dit, la veille de son adoubement, le jeune chevalier passait la nuit en prière dans l'église devant la statuette de Sainte Marie. Oui, donc, oui, il faut qu'il fasse attention là-bas, donc on va continuer quand même. Non, attends. Oui. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que, oui. Oui, Mami Wata. En Europe, par exemple, bon, là, on remonte au Moyen-Âge, donc à l'époque médiévale, On va rapidement parce qu'on me fait signe que nous sommes en train d'épuiser notre temps. Oui, on a oui. 26 minutes. Donc, bon, écoutez, Mami Wata et tout, c'est l'entité de l'eau, c'est la reine des eaux. On l'appelle Yemanja dans le vaudou, on l'appelle aussi Agou. Les Français, l'appelaient la dame du lac. C'est la protectrice du chevalier. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle apporte beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? À moi, mais si vous voulez, c'est mon esprit, c'est mon esprit féminin. C'est ma sœur dans l'ombre. C'est ma femme psychique, ma femme mystique. C'est un esprit. Elle se présente sous la forme idéale. Si pour vous la femme idéale c'est une belle blonde, elle sera blonde. Si c'est une chinoise, elle sera chinoise. Un génie prend n'importe quelle apparence. L'apparence que vous souhaitez. Oui, elle peut être un chien, elle peut être un chat. Ça dépend du moment. On caricature Mami Wata avec une queue de poisson. Non, faux. Pourquoi? Celle qui a la queue de poisson, bon, dans la macumba, dans le vaudou américain, on l'appelle Oxumare. C'est la sirène pure, c'est la déesse pure. Comment dire? C'est la sirène pure, c'est une entité qui est sous les ordres de la reine Mami Wata. Mais elle-même, c'est une femme normale qui a des jambes. Et c'est elle qui a la domination sur l'eau, sur la mer. Est-ce qu'il t'arrive souvent de penser à faire peut-être des réalisations, des films sur la sorcellerie, créer des scénarios? C'est déjà fait. Il y a un de mes livres, je fais de la pub en avance, qui s'appelle Le Mami Wata, qui est terminé et que j'attends. J'attends. Mon éditeur, c'est pas sûr que je travaille avec lui cette fois. Ça, c'est du travail sérieux. Oui, ça, c'est le Patrick, ça. Je vais mettre ça sur le marché l'année prochaine, cette année-là. Le livre parle de Mami Wata, uniquement de Mami Wata. Et comme c'est un roman, c'est un roman qui montre ce que c'est qu'une véritable initiation au Mami Wata, le héros va être initié par la déesse elle-même, mais c'est un roman parce qu'on n'a pas le droit de révéler un secret ouvertement. C'est quand même initiatique, c'est une loge. Je parle en racontant une belle histoire. Mais cette histoire peut être un film. La manière avec laquelle c'est fait, je te donne la possibilité de nous résumer en quelques lignes le premier roman qui t'a rendu célèbre quand tu étais venu à Paris. Ce n'est pas un roman, là, c'est un livre technique, c'est Les Rêves du Serpent. C'est une sorte d'interprétation dans toute l'Afrique, selon les cultures, des rêves liés au serpent. Parce que c'est un domaine qui inquiète les Africains. Quand ils rêvent du serpent, il y en a qui disent que ça peut être la sorcellerie, d'autres disent c'est le pouvoir et autres. Donc j'explique selon la couleur du serpent, selon la manière avec laquelle il se manifeste, ce qu'il est.
Est-ce un totem dans tel rêve? Est-ce une protection? Est-ce une attaque de sorcellerie et autres? C'est uniquement un livre technique, interprétation des rêves du serpent. C'est pas un roman. Tu crois au rêve? Le rêve peut être, disons que le rêve peut être un songe prémonitoire. Ça oui. C'est-à-dire qu'avant qu'une chose ne m'arrive, souvent je l'ai vu dans le rêve. Quand c'est sérieux, je le vois dans le rêve souvent. Et pour le téléspectateur qui te regarde, qui fait des cauchemars, qui fait des rêves, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis que tous les rêves ne sont pas mystiquement significatifs, étant donné que le rêve peut être un simple exutoire de toutes les tensions de la journée. Au cours de la nuit, notre subconscient libère toutes les tensions et autres sous forme d'un petit scénario qui est un film qu'on appelle le cauchemar. Et quelqu'un qui a perdu peut-être un parent très, très proche, soit papa ou maman, et qui le revoit constamment en rêve, ça veut dire quoi? C'est sa mémoire qui travaille. C'est-à-dire? Sa mémoire, c'est-à-dire c'est lié à l'affection qu'il avait pour ce parent-là, c'est lié à la mémoire, mais ce n'est pas forcément une visite du parent. Quand le parent se manifeste, lui, non seulement il y a le rêve, mais devant la porte du rêveur, le matin, il y a une poudre blanche. Là, c'est vraiment le fantôme qui est venu. Une poudre blanche, c'est comme de la poudre de riz. Et ça se passe souvent dans la nuit du jeudi. Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais là, on n'est pas... Je préfère dire ça dans mes livres. Le second... Et c'est pour ça, c'est les musulmans qui sont les plus proches de ça, parce que c'est un vieux sage musulman qui m'a dit que le fantôme vient... Allah, d'après eux, a permis à ces gens de visiter leur famille la nuit du jeudi, qui est une des nuits les plus sacrées, puisque le vendredi est le jour saint. Et mystiquement, j'ai retrouvé dans d'autres sources qu'effectivement, même chez les Indiens d'Amérique, c'est le jeudi où les trépassés peuvent passer la porte, parce que la porte n'est pas toujours ouverte. Pour quelqu'un qui aspire au bien-être, quel conseil tu lui donnes? Au bien-être? Oui. Être lui-même. C'est-à-dire? Être lui-même, être présent au présent. Ne pas vivre dans un futur qui n'est pas arrivé, ne pas regretter un passé qui est périmé, mais être là, jouir de l'instant présent. C'est ça peut-être le secret. Les Africains, l'avènement aujourd'hui en Afrique du christianisme, mais c'est bon tout ça. Le nouveau réveil, les gens qui vont à l'église. Pourquoi pas? Puisqu'ils en ont besoin. Et ça rapporte quoi à l'Africain? Ça lui rapporte qui bannit complètement sa source. Non, il ne faut pas bannir sa source et autres. Je dis que Jésus était un très grand prophète, c'était même, certains disent, le fils de Dieu ou autre, c'est quelqu'un qui était très très puissant et très sage. Et l'enseignement qu'il a laissé est valable. Mais maintenant, ce que les humains font de cet enseignement-là, il faut quand même faire attention. Et l'Africain ne doit pas laisser sa culture de côté, parce que, comment dirais-je, c'est la fondation même d'une personne, c'est là d'où vous venez. Donc on ne doit rien laisser. Et pour nous les métis, c'est beaucoup plus dur, parce qu'en même temps, il faut que je préserve l'acquis occidental, qui n'est pas le christianisme, c'est la religion des chevaliers. C'était là avec les Gaulois, c'est très vieux. Il y a les génies là-bas aussi. Bélénos, mais c'est Mamiwata, chez les Gaulois. Bélénos, la déesse Bélénos, c'est elle Mamiwata. C'est elle qui vit dans l'eau. Donc vous voyez... Qu'est-ce qu'elle t'a donné cette Mamiwata? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Tu as couché avec elle? Oui. C'est ta femme? Sérieusement? C'est ta femme? C'est ma femme, mais pas tous les jours de la semaine. Ça se passe où? Un certain jour de la semaine que je ne dis pas, je ne dors pas avec ma femme, c'est vrai. Et tu couches avec Mamiwata? Mais bien sûr, si je veux. Et avant de partir... Si elle veut venir... Et comment tu fais pour l'appeler? On ne l'appelle pas. C'est justement là où est le grand piège. Si vous le faites à volonté, que c'est vous qui l'appelez, tôt ou tard, il y a des problèmes. Il faut la laisser venir. Et quand elle vient, c'est bien. 1 200 000 habitants au Gabon. Oui. Pourquoi c'est sur toi seulement qu'elle vient? Mais moi, j'ai reconnu son appel. C'est-à-dire Écoutez, il y a une chose, il y a 3 règles dans la chevalerie, dans la vieille chevalerie en Occident. On disait souvent, il y a 3 règles. Aimez votre femme, protégez votre patrie, et aussi, comment dirais-je, honorer les dieux. Or, j'honore, chaque semaine, il y a des cérémonies que je fais à la mer, j'honore Mamiwata, comme on doit l'honorer. Tu n'es pas, pas un homme, toi. Mais si, je suis un humain. Regardez, je suis physique, je touche la table. Mais avec tout ce que tu nous dis, pour l'homme que je suis... Mais parce que il faut que tu fasses l'expérience par toi-même. C'est pas ce que l'on te dit, c'est à toi de faire l'expérience. Il faut se lancer, Au début, j'ai... On va changer rapidement. La mort représente quoi pour toi, Patrick? La mort, c'est être affecté ailleurs. C'est comme par exemple, on vous dit, vous travaillez à Africa numéro 1, maintenant vous êtes affecté à la Voix de l'Amérique aux États-Unis. Ce n'est qu'un déplacement, il n'y a pas de mort. Ça ne te dit rien, la mort? Mais la mort, c'est on change d'endroit. Tu n'as jamais pleuré? Mais écoutez, on pleure le mort bien sûr parce qu'on l'aimait bien et autres, mais on doit savoir que le mort continue sa mission. Il était là pour un temps. Ça c'est utopique, ça c'est de la fiction, ça. Non, c'est pas la fiction. Les morts sont encore là. Parfois, il y a mon grand-père paternel qui vient me parler dans le songe. Et tout ce qu'il dit est exact. Il y a des choses que l'on peut voir, mais ça c'est l'Afrique réelle. Le mort n'est pas mort. Dis-moi ce que tu penses de moi. Mystiquement, qu'est-ce que je peux peut-être représenter demain? Qu'est-ce que je peux devenir? Je ne suis pas voyant.
Et ça ne m'intéresse pas, mais sinon, je vois que tu as une aura assez claire, une aura positive. Donc, je t'encourage et peut-être qu'un jour, tu vas te réveiller mystiquement. Bon. C'est positif, c'est tout. Mais je ne suis pas voyant. Hein. Voir quelque chose. Amis téléspectateurs, je vous laisse entendre, découvrir Patrick Nguema-Ndong qui va essayer de vous dire un petit dernier mot, Patrick. Un petit dernier mot, oui, pour les téléspectateurs de radio. De 3A Télé Sud. De 3A Télé Sud. Oui, alors, ce que je peux vous dire, c'est que le conseil que je vous donne, ou le message que j'aurai, c'est même Patrick Nguema-Ndong n'est pas un dieu, donc n'adorez personne. Il n'y a pas de star sur la terre, je ne suis pas une icône. Essayez de découvrir le Dieu qui est en vous. C'est ça que nous faisons, nous tous. On ne recherche pas à l'extérieur. Il y a des beaux exemples dehors. Il y a Bruce Lee. J'adore son kung-fu, mais je dois travailler le mien. On n'est pas pareil. Est-ce qu'il n'y a pas de règles particulières? Non, il n'y a pas de règles. Il y a une seule règle, la sincérité et la vérité par rapport à ce que vous recherchez. Ne pas se mentir pour faire pour obéir au consensus. Mais souvent on parle de souillure, coucher avec une femme. Si, bon, non mais c'est des totems. Non, il n'y a pas de totem. C'est dommage que le temps. Il n'y a pas le temps. Non. La femme est sacrée. La femme donne plus de force qu'elle n'en prend. Bon, si c'est une femme saine. La femme, c'est notre partie, elle est nécessaire. Même ceux qui ne l'aiment pas disent que c'est un mal nécessaire. Donc, il n'y a pas de danger pour la femme et autres. Mais par contre, prendre la femme maintenant pour soit un jouet ou alors une perversion. Genre, prendre la femme, faire n'importe quoi. Bon, vous connaissez bien les films bizarres. C'est là où est le problème. C'est-à-dire, toute chose est sainte, mais on peut facilement tomber dans la souillure si on l'utilise mal. Je vais demander à mon technicien de me donner une minute. Patrick possède, je crois que tu es 5e dame, c'est ça? 5e dame, et aujourd'hui tu boites. J'ai eu un accident. C'est venu comment? Voiture? Non, c'est un fusil nocturne qui a provoqué un accident lors d'un entraînement. Tu as reçu un fusil? C'est un fusil, c'est-à-dire, ce n'est pas une balle, c'est plus difficile que ça. C'est-à-dire, pendant des années, j'ai commencé le karaté en 1970, et depuis 1970, j'ai jamais eu d'accident. J'ai fait des tournois aux États-Unis, au KO, full contact et tout, jamais d'accident, sauf des petites dents cassées, des machins, oui, mais ça peut arriver, mais ça c'est rien. Mais là, carrément, la hanche qui explose, je dois dire qu'il y a autre chose. Et par des recherches mystiques, j'ai découvert ce qu'il a fait. Et il y a 5 personnes qui sont mortes, mais c'est bien fait pour eux, il ne fallait pas essayer. Et ça vient pas de loin, ça vient de chez moi là-bas. Côté paternel? Top secret, je ne peux pas parler de ça. Ok. Nous étions avec M. Patrick Nguema-Ndong. Tout le plaisir a été pour nous de l'entendre. Le temps qui nous est imparti, malheureusement, est très court. Avec lui, on peut échanger autant sur la sorcellerie. Et nous qui l'écoutions depuis qui n'avons jamais la chance de le découvrir, Patrick Nguema-Ndong nous a permis d'aller à Moyabi, au Gabon, et on se retrouve à Libreville. À très bientôt.